Bonjour, et bienvenue sur notre chaîne, Moto éclairée. Entraînez-vous à l'épreuve théorique moto avec nos différentes séries dédiées uniquement à la moto. 40 questions. Réponses et explications détaillées après chaque question. N'hésitez pas à commenter, débattre, ou poser vos questions dans la section commentaires. Abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez avancer grâce à la flèche droite de votre clavier pour passer les explications par palier de 5 secondes. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Ce virage dispose d'une sécurité passive pour les motards. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'en tiens compte dans le choix de mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un virage disposant d'une sécurité passive est un virage équipé d'une paroi supplémentaire placée sous la glissière de sécurité afin d'éviter l'encastrement des motards. Cette protection est efficace à condition bien sûr que le motard circule à la vitesse réglementaire. Lorsque les virages ne sont pas équipés de tels dispositifs, toute sortie de route comporte un risque élevé de blessures graves ou pire. Le motard doit donc tenir compte de l'aménagement de la route pour adapter son allure. Réponses B et C. Il est plus sécuritaire d'adapter le régime moteur avant d'incliner la moto, réponse A, pendant l'inclinaison de la moto, réponse B. Pour adapter le régime moteur avant un virage, il faut, selon l'allure à laquelle on roule, utiliser le frein et ou le frein moteur ainsi que l'embrayage et le sélecteur de vitesse pour rétrograder. Et pour diminuer les conséquences d'un blocage de roue et d'un éventuel dérapage de la moto, lors de cette action, il est préférable d'adapter le régime moteur avant d'incliner. Réponse A. Je répartis les bagages sur la moto selon le triangle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Leur répartition a une influence sur la sécurité, réponse C, la stabilité, réponse D. Le triangle de sécurité est un triangle imaginaire dont les sommets sont les axes des roues et le sommet du casque du conducteur. Le centre de gravité de la moto se trouve à peu près au centre de ce triangle. Ce qui veut dire que lorsque je charge les bagages, je dois m'arranger pour qu'ils s'inscrivent au maximum dans ce triangle. Dans le cas contraire, la stabilité de la machine est perturbée et en conséquence, la sécurité également. Réponse A, C et D. L'indice immédiat le plus important est le A, B, C. Afin de savoir quand m'engager dans ce giratoire, je dois rapidement évaluer les différents indices présents.
Le véhicule derrière moi est à bonne distance et ne présente pas de danger particulier. Le véhicule agricole tourne à droite et ne présente pas non plus de danger particulier. Le fourgon blanc a son clignotant gauche allumé. De plus, il est situé sur ma gauche et il a donc la priorité de passage sur moi. Je vais m'arrêter afin de le laisser passer. Réponse A. Certaines motos sont équipées d'embrayage automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. De boîte de vitesse automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout comme il existe des voitures dites automatiques, il existe des motos automatiques. Elles offrent plus de confort de conduite en agglomération où les ralentissements et redémarrages sont nombreux. Ces dernières sont équipées d'un embrayage automatique et peuvent aussi être équipées d'une boîte de vitesse automatique. Dans ce cas, la moto ne possède pas de levier d'embrayage et parfois pas de sélecteur de vitesse non plus. Réponse A et C. Je suis correctement placé dans ce sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue à sens unique, le danger peut venir aussi bien de droite que de gauche. Effectivement, un piéton peut s'engager pour traverser entre deux voitures, une portière peut s'ouvrir, un véhicule peut vouloir sortir de son stationnement sans pour autant avoir signalé ses intentions, etc. De fait, pour anticiper ces risques, j'ai choisi de rouler au milieu de la voie. Réponse A. La nuit, les indices sont reconnus moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absorption d'alcool réduit la vision périphérique. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'œil a besoin de lumière pour fonctionner correctement. La nuit, on ne voit que ce qui est éclairé, par ses propres feux ou par les feux des autres véhicules. Cela implique que les indices sont reconnus moins vite, bien entendu. L'alcool, quant à lui, rétrécit le champ visuel latéral, donc la vision périphérique. L'association de la conduite de nuit et de l'absorption d'alcool représente un risque d'accident très élevé. Réponse A et C. Cette zone brillante est glissante. Par forte chaleur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce raccord de route a été fait en goudron. Par forte chaleur, c'est un matériau qui a tendance à fondre, ce qui le rend très dérapant et donc assez dangereux pour les véhicules à deux roues.
Le goudron est aussi un matériau lisse, contrairement au bitume qui constitue la chaussée, ce qui va le rendre également très glissant par temps de pluie. Et pour peu qu'il ait une forme concave, l'eau s'emmagasinera dedans jusqu'à former une flaque plus ou moins profonde, augmentant le risque d'aquaplaning. Pour anticiper le risque de dérapage, le motard doit adapter son placement sur la route ainsi que sa vitesse. Réponse A et C. En conservant ma trajectoire, je vais entrer dans la zone d'incertitude de ces piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces piétonnes semblent continuer sur le trottoir, mais elles pourraient avancer sur la route pour traverser ou même faire demi-tour. Leur zone d'incertitude est tout autour d'elles. Elles peuvent changer de direction subitement. Il est donc préférable que je me décale un peu du bord droit, car en conservant ma trajectoire, je vais entrer dans leur zone d'incertitude. Réponse A. La perception des couleurs diminue avec l'absorption d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de refus de priorité, l'alcoolémie du conducteur est contrôlée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout le monde le sait, l'absorption d'alcool a des effets immédiats sur le conducteur et par conséquent sur la conduite. L'acuité visuelle diminue, le champ visuel se rétrécit, la sensibilité à l'éblouissement augmente, l'estimation des vitesses et des distances est faussée et la perception des couleurs est altérée, particulièrement la couleur rouge. Un refus de priorité peut être dû à la non-perception d'une signalisation suite à l'absorption d'alcool. C'est pour cela que l'alcoolémie du conducteur peut être contrôlée. Réponse A et C. Les feux de détresse font partie des éléments obligatoires sur une moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour qu'une moto soit en règle, elle doit posséder tous ces équipements. Les feux de détresse n'en font pas partie. Les constructeurs n'ont donc pas d'obligation d'équiper leur machine. Réponse B. Le placement du motard est adapté à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le clignotant doit être allumé avant de ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour changer de direction, plusieurs étapes sont à respecter. Il faut dans un premier temps prendre les informations pour savoir si la manœuvre est réalisable, c'est-à-dire contrôler les rétros et l'angle mort du côté où l'on veut aller. Il faut ensuite signaler son intention en allumant le clignotant du bon côté.
Il faut également se placer correctement en fonction de la direction choisie. À moto, il faut se placer à gauche de la voie pour tourner à gauche. Il faut adapter l'allure pour tourner en sécurité. Et avant de tourner, il faut appliquer les règles de priorité. Le motard est bien placé et le clignotant doit être allumé avant de ralentir. Réponse A et C. Une vitesse excessive est généralement la cause de ce type d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. En adaptant l'allure, le motard réduit ce risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. À moto, il n'est pas rare de se laisser griser par les sensations immédiates que procure la vitesse. Seulement, sur la route, le motard n'est pas seul et est confronté à énormément de contraintes telles que la présence d'autres usagers, le relief de la route, l'état du revêtement, l'évolution des situations, etc. De fait, ce dernier doit garder un certain contrôle sur son allure, afin d'être en mesure de l'adapter aux différentes situations rencontrées. Réponse A et C. Pour pratiquer un massage cardiaque, une formation spécifique est obligatoire, réponse A, recommandée, réponse B. Le massage cardiaque permet de sauver des vies. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour pratiquer un massage cardiaque, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme spécifique. Mais il est vrai que le fait d'avoir suivi une formation peut aider à bien ou à mieux le réaliser. Effectivement, une vie est en jeu. Et plus vous serez formé, entraîné sur le sujet, plus vous réagirez vite et bien. Réponse B et C. Je laisse un intervalle de sécurité égal à 2 secondes, réponse A, ma distance d'arrêt, réponse B, je roule visière ouverte, réponse C, fermée, réponse D. Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de laisser un intervalle suffisant avec le véhicule que l'on suit. Dans la plupart des situations, 2 secondes suffisent. 1 seconde pour réagir et 1 seconde de sécurité. Mais lorsqu'il pleut, l'adhérence est moindre. De fait, il vaut mieux laisser un intervalle correspondant à la distance d'arrêt. Et pour avoir une bonne visibilité, il faut ouvrir les différentes aérations présentes sur le casque. Elles permettent de rouler visière fermée en évitant d'avoir de la buée dans le casque. Réponse B et D. En 1 seconde, à 130 km/h, je parcours environ 15 mètres, réponse A, 36 mètres, réponse B. En 1 seconde, à 90 km/h, le poids lourd parcourt environ 15 mètres, réponse C, 25 mètres, réponse D. Pour connaître avec exactitude le nombre de mètres parcourus en 1 seconde, il faut diviser la vitesse à laquelle on roule par 3,6. Mais ce calcul est difficile à réaliser de tête. Aussi,
Avec une simple multiplication par 3 du chiffre des dizaines, on peut obtenir une approximation du nombre de mètres parcourus en 1 seconde selon la vitesse à laquelle on roule. À 130 km/h, je parcours 36,11 mètres en 1 seconde. En utilisant le calcul rapide, on obtient 39 mètres. Et à 90 km/h, le poids lourd parcourt 25 mètres par seconde et en calcul rapide, on obtient 27 mètres par seconde. Réponse B et D. La solidarité entre motards se traduit par une bienveillance particulière en cas de panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au fil des années, l'utilisation de la moto s'est démocratisée. De plus en plus de gens, de tous horizons, s'y sont mis. Cependant, la solidarité est encore bien présente et lorsqu'un motard se retrouve immobilisé au bord de la route, il n'est pas rare de voir les autres s'arrêter pour proposer de l'aide. Réponse A. J'ai eu raison de me placer à gauche pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les rues à sens unique, il est nécessaire de se placer à gauche pour tourner à gauche. Mais bien que cette rue soit assez étroite et pourrait laisser croire que la circulation ne se fait que dans un sens, en observant quelques indices, on se rend très vite compte qu'il s'agit d'une rue à double sens de circulation. Ce qui fait que je circule dans la voie pour les usagers arrivant en sens inverse, et que je suis donc très mal placé pour tourner à gauche. Réponse B. L'e-call alerte immédiatement les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'e-call est conçu pour alerter immédiatement les secours dès lors qu'une chute ou qu'un accident est détecté. Le dispositif peut aussi être activé manuellement si on arrive le premier sur les lieux d'un accident. La moto étant géolocalisée, les informations envoyées au secours sont très précises. Heure et lieu exact de l'accident, trajet parcouru avant l'accident, sens dans lequel circulait le véhicule, très utile sur autoroute, etc. Réponse A. Le conducteur du camion a obligatoirement détecté le motard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du poids lourd a indiqué son intention de se rabattre. Son clignotant est allumé et il bifurque déjà vers la droite. Le motard se trouvait peut-être dans son angle mort.
Étant donné la manœuvre de ce poids lourd, il est fort probable que son conducteur n'ait pas perçu le motard. C'est un cas de danger immédiat qui nécessite l'utilisation du klaxon. Mais ici, ce ne sera pas suffisant. Le motard doit ralentir et serrer sur sa droite en prévision du rabattement du poids lourd. Réponse B. Des gestes prédéfinis permettent aux motards de communiquer entre eux. Oui, réponse A. Non, réponse B. À moto, le bruit et l'encombrement de l'équipement limitent la communication verbale. Aussi, les motards ont établi des gestes prédéfinis qui leur permettent de se communiquer diverses informations lorsqu'ils roulent en groupe ou se croisent. Réponse A. Ce motard a une trajectoire de sécurité dans le premier virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il se place correctement pour le deuxième virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour le premier virage à droite, le motard s'est rapproché de l'axe médian en conservant un coussin de sécurité avec cet axe. Il a adapté son allure en fonction du virage. Il a ensuite repiqué à l'intérieur du virage lorsqu'il en a aperçu la sortie. Il a donc suivi une trajectoire de sécurité. Le deuxième virage est un virage à gauche et il se place à droite. Il est donc bien placé. Réponse A et C. Avec ce casque, je peux circuler mentonnière ouverte. Oui, réponse A. Non, réponse B. La jugulaire est obligatoirement attachée, réponse C. Ajustée, réponse D. Sur l'étiquette de ce casque, on peut lire, entre autres, les lettres P et J qui signifient Protective Jet. On trouve généralement ces deux lettres sur les casques dits modulables. Ces casques sont équipés d'une mentonnière amovible ou rétractable, ce qui permet de circuler à visage découvert. Pratique et confortable par temps chaud. Mais attention, si votre mentonnière est amovible, mais que ces deux lettres ne sont pas présentes sur l'étiquette, alors votre casque n'est pas prévu pour circuler mentonnière relevée. Vous pourrez juste en profiter à l'arrêt. Réponse A, C et D. Je tiens compte du panneau placé sous le feu. Quand le feu fonctionne normalement, réponse A. Quand le feu est éteint, réponse B. Quand le feu est jaune clignotant, réponse C. Les panneaux placés sous les feux ne sont utiles que lorsque les feux dysfonctionnent. Par dysfonctionnement, il faut entendre feu éteint ou feu au jaune clignotant. Ici, le feu est au rouge et m'ordonne de marquer l'arrêt.
Je ne me soucie donc pas du panneau placé dessous. Réponse B et C. Je laisserai un intervalle de sécurité minimum de 100 mètres avec les véhicules lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. De 50 mètres avec les véhicules légers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour des raisons évidentes, les distances de sécurité entre véhicules lors de la traversée d'un tunnel sont réglementées. Ici, il est demandé aux usagers des véhicules de plus de 3,5 tonnes, les véhicules lourds, de laisser entre eux une distance de 100 mètres minimum. En revanche, les usagers des véhicules légers, voitures, motos, fourgons, camping-cars, etc., doivent laisser une distance de 50 mètres minimum avec tous les autres véhicules. Réponse B et C. Je décide de passer, réponse A, de freiner, réponse B. Même s'il se déplace au moyen d'une trottinette, cet usager est en train de traverser sur un passage piéton. Alors même si je possède une forte capacité d'accélération, je ne vais pas accélérer pour passer, au risque de provoquer un accident. Je vais faire preuve de courtoisie et freiner, voire m'arrêter si nécessaire, pour permettre à cet usager de traverser en sécurité. Réponse B. Un revêtement en mauvais état peut influencer l'adhérence. En ligne droite, réponse A. En virage, réponse B. De fait, je roule moins vite que la limitation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur une chaussée en mauvais état, le pneumatique ne peut pas épouser les irrégularités du revêtement. L'adhérence est donc réduite en ligne droite, mais aussi en virage. Pour pallier ce problème, il faut réduire l'allure et augmenter les distances de sécurité. Ici, je vais choisir de rouler en dessous de la limitation de vitesse. Réponse A, B et C. Je perds un point pour un excès de vitesse de 5 à 19 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans autre retrait de points, je le récupérerai au bout de 6 mois. Réponse C. 1 an. Réponse D. À chaque tranche d'excès de vitesse correspond un barème de perte de points. Si ce dernier est compris entre 5 et 49 km/h, je perdrai de 1 à 4 points. Si ce dernier est de 50 km/h ou plus, je perdrai 6 points d'un coup. L'excès de vitesse que je viens de commettre est compris entre 5 et 19 km/h. Il s'agit d'une infraction entraînant la perte d'un seul point. Et si je ne perds pas d'autres points, je le récupérerai au bout de 6 mois. Réponse A et C.
Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. En analysant les différents indices autour de moi, je m'aperçois très vite de la présence de cette piétonne. Elle marche d'un pas rapide et décidé vers le passage piéton. Aussi, ayant compris qu'elle souhaitait traverser, je vais m'arrêter afin de lui permettre de le faire en sécurité. Réponse A. Sur ce type de route, la vitesse est généralement limitée à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Sur le bord de cette route, on peut apercevoir cette borne. Elle a pour fonction de définir, entre autres, le type de route sur laquelle on circule. Le haut de la borne indique que l'on circule sur une route départementale. Et on peut voir qu'elle est composée de 2 voies à sens unique, séparées par un terre-plein central. Donc, sans prescription spécifique, la vitesse maximum autorisée est de 110 km/h. Réponse D. Le conducteur du bus me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'on circule derrière un véhicule encombrant, il faut s'assurer de voir les rétros de ce véhicule. Si on les voit, alors le conducteur du véhicule peut nous voir. Par contre, si on ne les voit pas, le conducteur du véhicule ne peut pas nous voir. Ici, je ne vois pas les rétros du bus, donc le conducteur ne peut pas me voir. Réponse B. La force centrifuge dépend du rayon du virage, réponse A, de la vitesse, réponse B, de l'expérience du pilote, réponse C. En virage, la moto est soumise à la force centrifuge. Cette dernière est fonction de la masse du véhicule, du rayon du virage et de la vitesse du véhicule, ce dernier élément étant l'élément prépondérant. Aussi, si la vitesse d'entrée en virage est trop rapide par rapport au rayon de ce dernier, la moto risque de faire une sortie de route. Réponse A et B. En surestimant ses capacités, le motard peut occasionner ce type d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les jeunes motards et les motards novices, entre autres, aiment tester leurs limites et celles de leur machine. Il n'est pas rare qu'ils surévaluent leurs capacités et ou celles de leur machine, notamment celles consistant à réaliser des freinages courts.
Malheureusement, cette surestimation les conduit bien souvent vers des accidents plus ou moins graves. Réponse A. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout paraît relativement calme ici, mais en regardant plus attentivement, 2 indices au moins doivent m'alerter. Le feu qui est au vert depuis un certain temps et qui peut changer de couleur à tout moment. Et surtout, et en premier lieu, cette voiture qui est plus avancée que les autres et dont l'avant dépasse au-dessus de la chaussée. C'est sans doute un véhicule sur le point de s'engager. Et ce premier indice doit m'inciter à ralentir et à me tenir prêt à intervenir. Réponse A. La circulation différenciée limite la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle concerne uniquement les automobilistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation différenciée est une mesure qui est mise en place lors de pics de pollution aux particules persistantes. Elle consiste à interdire la circulation des véhicules les plus polluants. Cette mesure concerne tous les usagers et pas seulement les automobilistes. Réponse A et D. La circulation de front est autorisée sur les routes. À double sens, oui, réponse A. Non, réponse B. À sens unique, oui, réponse C. Non, réponse D. Circuler de front, c'est circuler côte à côte dans une même voie. Cela présente plusieurs risques. Entre autres, si l'usager à côté est obligé de faire un écart soudain ou s'il chute, il risque de vous entraîner avec lui. De plus, cette pratique fait prendre plus de risques aux usagers souhaitant dépasser, du fait de la plus grande largeur occupée sur la chaussée. C'est pourquoi c'est interdit sur les routes à double sens et à sens unique. Réponse B et D. Ces zones d'ombre et de lumière accentuent la fatigue visuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'œil a besoin de lumière pour fonctionner. Mais lorsqu'il y a une alternance d'ombre et de lumière, les muscles de l'iris sont constamment obligés de fonctionner pour réguler l'afflux de lumière. Ils ouvrent l'iris dans les zones d'ombre et le resserrent dans les zones très lumineuses. Ce travail incessant accélère et accentue la fatigue visuelle. Réponse A. Une visière sale gêne l'évaluation. Des distances, réponse A. Des vitesses, réponse B. Une bulle de moto ajustable est un élément de sécurité. Active,
réponse C. Passive, réponse D. Il n'est pas possible de circuler sans visière ou lunettes. Aussi, si sa vision est obstruée à cause d'une visière sale ou rayée, le motard aura du mal à évaluer les distances qui le séparent d'un autre usager, d'un obstacle, d'un virage, etc. Il aura donc également du mal à adapter sa vitesse aux besoins de la circulation. La sécurité active est l'ensemble des éléments qui interviennent pour tenter d'éviter un accident. Une bulle ajustable de moto va, entre autres, protéger le conducteur de l'impact du vent, de la pluie, des projections, etc. De fait, on peut considérer qu'elle est bien un élément de sécurité active. Réponse A, B et C. C'est à cet endroit que l'on vérifie la flèche de la chaîne. Oui, réponse A. Non, réponse B. La tension de la chaîne dépend de son usure, réponse C, de la charge transportée, réponse D. C'est entre le pignon de sortie de boîte et la couronne de la roue arrière qu'il faut soulever la chaîne afin de vérifier sa tension. J'effectue donc cette vérification au bon endroit. Son amplitude est généralement indiquée. Ici, elle doit être d'environ 30 mm. Mais elle dépend de la charge transportée sur la moto, passagers, bagages, etc. Mais aussi de l'usure de la chaîne. Réponse A, C et D. Ce test permet de dépister l'alcoolémie, réponse A, l'usage des stupéfiants, réponse B. Un résultat positif entraîne la rétention immédiate du permis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce test est un test salivaire. Il permet de détecter la présence de stupéfiants dans la salive. Il peut être effectué lors d'un simple contrôle, lors d'accidents matériels ou de non-respect du code de la route. Mais il sera systématiquement réalisé en cas d'accident corporel ou mortel. En cas de résultat positif, une prise de sang sera réalisée afin de valider la présence de stupéfiants. Et dans le cas de présence avérée de stupéfiants dans le sang, le conducteur s'expose entre autres à la rétention immédiate de son permis de conduire. Réponse B et C.